ce que je vous propose, c'est qu'après avoir abordé un petit peu le Japon du passé, je propose de parler un peu du Japon du futur. Et c'est avec toi qu'on va en parler, je pense, Maxime. Pas vraiment. Mais... Pas de Japon du futur? Non, pour le coup, non. Non? Non. Pas ce D'accord. jeu-là. Donc oui, je vais parler D'accord. d'un jeu vidéo qui s'appelle Nier. Nier. Alors effectivement, Marc a confondu avec sa suite qui s'appelle Nier Automata, qui effectivement parle de robots et d'autres choses. Ah. Je pourrais pas vraiment parler de la période de Nier premier du nom sans spoiler pas mal de choses, donc c'est pour ça que je vous en parlerai pas. Contrairement au film, finalement, pour les jeux vidéo, on entend souvent plus parler du studio, mais peu du chef de projet, ou du réalisateur, comme vous pouvez les appeler. Donc il arrive cependant qu'un de ses concepteurs ait une vision si forte qu'il laisse une empreinte sur le jeu, qu'il puisse se définir par un style, un gimmick personnel qui ne puisse être confondu. Comme le fameux Hideo Kojima, connu pour Metal Gear Solid et autres, et son style très cinématographique. Je vais pas vous parler de lui, pour le coup, aujourd'hui, mais d'un artiste bien moins connu qui s'appelle Yoko Taro. Donc il a créé la série de jeux Drakengard et Nier, dont je vais vous parler aujourd'hui. Son univers vidéoludique a la particularité d'être commun à tous ces jeux. C'est-à-dire que c'est vraiment le même univers pour tous les jeux, ils sont tous liés d'une manière ou d'une autre, plus ou moins lointaines, selon des fins. Parce que chaque jeu a également plusieurs fins, qui sont plus ou moins canons, selon si elle a un rapport avec les autres jeux. Donc Nier est donc un jeu vidéo, un action RPG sorti en 2010 sur Xbox 360 et PS3. Pour l'anecdote, je l'avais trouvé le jour de sa sortie à la Fnac à 15€. Finalement, c'était un peu le meilleur investissement de ma vie. Donc il existe deux versions de ce jeu, la version réplicante et Gestalt. Donc l'une est japonaise uniquement, et le protagoniste est un jeune homme qui cherche à sauver sa sœur, l'autre est occidental, et le protagoniste est un homme plus âgé qui cherche à sauver sa fille. Cette différence s'explique surtout par une différence culturelle, je pense en tout cas. Au Japon, le rapport frère-sœur a tendance à être plus fort que le rapport père-fille. Pour ma part, je préfère la version occidentale car le rapport père-fille m'implique plus, me demandez pas pourquoi, chacun aura sa propre sensibilité sur le sujet. Donc le jeu se découpe en 3 chapitres ou phases qui font toute sa particularité. Donc la première phase, donc nous sommes dans la peau de Nier, c'est le nom de l'homme qui tente de sauver sa fille en trouvant un remède à sa maladie, car sa fille est malade. Dans un monde post-apocalyptique ravagé par une mystérieuse maladie, mais également par des espèces d'ombres bizarres, chelous, des créatures étranges comme déphasées de la réalité qui sont du coup appelées ombres, tout simplement. Donc ces ombres sont plus ou moins hostiles et seront les ennemis principaux du jeu. Suite à beaucoup de péripéties et de recherches infructueuses, le village se fait attaquer du coup par ces ombres et notre fille, Yona, se fait enlever sous nos yeux. Nous apprenons alors que les ombres sont dirigées par un chef se nommant le Seigneur des Ombres, ça s'invente pas, et c'est lui qui l'a fait enlever. Nous passons donc à la seconde phase. Donc la première phase, comme je vous dis, ça c'est un peu le pitch global. Il se passe évidemment plein de trucs, mais globalement ce qu'il faut se rappeler c'est ça, c'est que on cherche, on trouve pas, et notre fille se fait enlever. Ensuite on passe donc à la seconde phase. Quelques temps après ces événements, donc après que le village se soit fait attaquer et que notre fille se soit fait enlever, nous retrouvons Nier qui se bat de manière désespérée contre les ombres. Donc avec rage finalement, parce qu'il est très très énervé qu'on ait touché à sa fille, et suite à des recherches, il finit par retrouver l'endroit où elle est captive et où son némésis, donc le Seigneur des Ombres, se trouve. Il y va donc, combat, victoire, générique, fin. Eh bien, oui et non. Je pense que beaucoup de joueurs et testeurs se sont arrêtés ici, oubliant un pan entier finalement du scénario expliquant en partie son accueil moyennasse par les critiques et les joueurs. Le jeu n'est effectivement pas exempt de défauts, surtout techniques, mais c'est bien cette troisième partie qui m'a littéralement mis sur le cul, et remettant en cause ce que je savais et ma façon de percevoir le média et du jeu vidéo finalement, en entier. J'essaierai ici de spoiler le moins possible en essayant d'expliquer l'impact et les idées de cette œuvre, tout en évitant finalement de parler trop du scénario en lui-même ou des personnages. Donc dans cette troisième partie, donc, retour dans la peau de Nier, au début du second chapitre. Donc, finalement, on revient au début du second chapitre de cette seconde phase. Donc Yona est toujours enlevée, on sait toujours pas ce qui s'est passé. À l'époque, finalement, j'avais continué plus par habitude qu'autre chose, en pensant qu'il s'agissait plus d'un New Game Plus, comme dans beaucoup de jeux, c'est-à-dire qu'on recommence finalement une partie du jeu avec du coup des bonus débloqués. Sauf que non. Finalement, des petits changements de ci de là me faisaient demander dans quoi je m'étais engagé. Plus j'avançais dans l'histoire, déjà joué, déjà vécu, déjà écrit, plus je remettais en compte mes actions de ma partie précédente. À cause d'un petit détail, un tout petit détail. Dans cette redite, nous comprenions finalement les ombres, ce qu'ils disaient. Tout simplement. Nous n'avions plus le simple point de vue de notre héros, mais celui des ennemis, des boss. Lorsque nous rentrons dans un village peuplé d'ombres, nous les entendons crier, apeurer, que le démon est revenu,
qu'il faut mettre les enfants en sûreté, que nous nous rendons compte finalement, alors, que ces petites ombres que nous découpions sans vergogne depuis le début du jeu, c'étaient des âmes d'enfants, des âmes torturées errant sans but depuis une éternité, perverties, folles peut-être par cet état de semi-vie, mais bien des âmes d'enfants. Nous nous rappelons alors, la dernière fois que nous y sommes allés, attaquant sans se poser de questions, nous avons beau essayer de lutter dans cette nouvelle partie, ne pas les attaquer, le mal est déjà fait. Nous les avons déjà tués. Nous avons bon savoir maintenant, nous ne pouvons pas changer ce que nous avons déjà fait, c'est écrit. Et oui, je dis bien nous, car le héros, lui, ne sait rien de tout ça. Le héros que nous pensions dans son bon droit de tout faire pour sauver sa fille, maintenant que nous savons, ne nous paraît plus si héroïque que ça. De quel droit il massacre sans arrêt? Est-ce que ce n'est pas ce que font les ombres? On ne sait pas, après tout, qui a commencé à attaquer qui. Ce que nous faisions comme un réflexe, voire une forme étrange, l'attaquer, ce réflexe que des années de jeux vidéo ont imprimé en nous, eh bien si on y réfléchit, ça fait nous des monstres, non? Ben oui, carrément. Nous réfléchissons même pas avant d'appuyer sur un bouton pour éliminer des créatures, finir leur vie, alors qu'ils ne nous ont rien fait. Comme si cela était naturel, sans nous poser la question de savoir si eux aussi ont une raison de faire ce qu'ils font. Le jeu nous la pose. Il n'y répond pas, mais il nous la pose. Et le jeu passe son temps, du coup, à changer de point de vue. Autant par la caméra, parfois vue du dessus, parfois vue du côté, parfois vue à l'épaule, que par des scènes nous montrant ce qui étaient les boss avant que nous les attaquions. Nous ne nous demandons pas, au début, mais finalement, c'est ce que l'œuvre nous demande de faire, de changer de point de vue, de nous poser la question. Pourquoi? Pourquoi notre héros devrait-il avoir le droit de faire ce qu'il fait? Peut-être que les autres aussi, ils ont leur raison. Et je n'en dirai pas plus finalement sur le scénario, même si je n'en ai pas dit beaucoup, à part finalement ce sur quoi il traitait. Je n'ai rien dit sur les autres personnages ou les autres scènes, car je veux que vous jouiez à ce jeu. Et pas forcément à ce jeu-là, car dans quelques temps, il va y avoir un remake de ce jeu. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est aussi pour ça que j'en parle. On a déjà eu les premières images, ou bien sinon à Nier Automata, donc qui est la suite, autant scénaristiquement finalement que spirituellement. Un jeu qui est bien mieux réussi à tous les niveaux, mais qui m'aura moins marqué, moi, parce que finalement c'est mon deuxième jeu de Yoko Taro, donc forcément ça marque moins. Parce que Yoko Taro, finalement, c'est ce qu'il fait dans ses jeux. Il se pose des questions sur le média, il se pose des questions sur le jeu vidéo. Il crée des jeux qui changent totalement par rapport à la plupart des sorties de son époque ou de maintenant. Il nous fait nous questionner sur ce qu'on fait manette à la main. Il utilise le jeu vidéo pour faire passer son message, via le gameplay, via nos actions, et non via des explications ou discours. Tout ça, ça fait pas de ce jeu Nier un jeu parfait. Parce que maintenant, je vais parler un peu plus du jeu, du gameplay, la façon de jouer. Le jeu est maladroit, bancal, moche, beaucoup de quêtes FedEx, donc c'est-à-dire des livraisons, des allers-retours. Le jeu est relativement vide, on fait un peu toujours la même chose, la pêche est interminable, car oui, on peut pêcher dans ce jeu, et c'est nécessaire pour avoir les vraies fins. Car oui, il y a plusieurs fins disponibles, et pour avoir les vraies, il faudra, pendant des heures, tuer des ennemis de manière tout à fait automatique, on va dire. La raison pour ce vide, c'est peut-être que le jeu était trop ambitieux. Yoko Taro, finalement, il voulait raconter quelque chose, mais il n'a pas eu le temps, ou le budget peut-être, de faire un jeu qui tenait la route. Il utilise parfois ce manque de budget pour étayer son propos. Par exemple, à un moment, on a un niveau entier qui est uniquement textuel. Ça n'empêche pas d'être bon. Et pour le coup, on se dit quand même un petit peu que s'il avait eu des moyens, il aurait peut-être vraiment fait ce niveau. Mais non, il a fait un texte. Mais finalement, cette œuvre, maladroite, peut-être même parce qu'elle est maladroite, m'a marqué. Et pour moi, je ne verrai plus jamais le jeu vidéo de la même façon, et j'ai hâte de jouer à ce remake, même si j'ai un petit peu peur, parce que, justement, l'aspect un peu bancal du premier n'est plus présent. Mais finalement, il a toujours fait des jeux marquants, Lyoko. Même s'ils étaient tous un petit peu imparfaits, sauf Nier Automata, mais Nier Automata c'est développé aussi par Platinum Games, qui sont un très bons studios de jeux vidéo, ce qui explique peut-être un peu ça aussi. Donc je parlerai enfin des musiques. Musique de Keiichi Okabe, dont Yoko Taro se dit jaloux. Car, et je cite, quand on demande aux joueurs ce qui les a plus marqués, ils disent la musique, ça m'énerve. Ça en dit long sur le personnage et sur la bande sonore. Orchestrale, parfois vocale, elle nous présente des thèmes que j'écoute sans arrêt depuis des années. Les paroles sont étranges, un langage fictif, mais qui rappelle sans arrêt par ses sonorités une langue connue, que nous n'arrivons pas forcément bien à comprendre, comme si notre compréhension était érodée par le temps et l'oubli. Tant cela ressemble à de l'allemand, du français, du russe, jusqu'à ce que pendant le générique de fin, enfin, le thème en anglais ou en japonais, selon votre pays, se fasse entendre. Comme si nous avions enfin réussi à passer outre les ténèbres et que nous comprenions enfin la véritable histoire que nous venions de vivre. Pour résumer, Nier
est un jeu vidéo d'auteur, qui propose une vision sombre, un peu désabusée du média, mais qui ne moralise jamais, qui ne nous accuse jamais. Il arrive sans rien nous dire à faire comprendre que tout n'est toujours qu'une histoire de point de vue, que finalement, n'importe qui peut devenir le méchant de quelqu'un tout en étant le héros de sa propre histoire. Et ça, c'est hyper classe comme manière de faire. Moi, j'ai une question. Oui. Une question qui est très très importante. Tu veux qu'on joue au remake de Nier qui va sortir dans peu de temps, c'est ça? Oui. Mais la question, c'est est-ce qu'il sort sur PC? Il sortira très certainement sur PC, étant donné que Nier Automata est sorti sur PC. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, c'est cool alors. Parce que c'est vrai que Donc, si ça non, sort pas d'inquiétude là-dessus. Sur PlayStation, ça sera difficile. Contrairement au premier, d'ailleurs, je me demandais pourquoi il n'y avait toujours pas eu de ressortie du premier Nier, malgré justement le succès de Nier Automata. Car finalement, Nier, il a eu un succès très tardif. Et surtout un succès un petit peu de niche, comme qui dirait. Ouais. Bah c'est comme un film d'auteur, c'est un jeu d'auteur, donc en fait il a sa propre niche et c'est ça, comme j'expliquais, finalement les testeurs de l'époque l'ont totalement démonté, et du coup il a eu un succès très pauvre, en termes de vente en tout cas, et c'est que beaucoup d'années plus tard finalement qu'il y a des gens qui ont commencé à dire putain mais c'est du génie ce machin, et c'est grâce à ça qu'on a eu Nier Automata, qui est bien meilleur à tous les niveaux, mais du coup comme la construction est un petit peu la même, pour moi elle a eu moins d'impact. D'accord. Bah en tout cas merci du conseil. Tu sais quand est-ce qu'il sort ce remake? Non, pas vraiment, on n'a pas vraiment de date, on a tout juste les premières images, donc j'imagine 2-3 ans. Dans 1 ou 2 ans du coup. 2-3 ans peut-être. Ouais, plutôt 2-3 ans, si on veut que le jeu soit bien fini en tout cas. Mais après tout, c'est vrai que c'est un remake, donc peut-être 1 ou 2 ans, je sais pas trop. Ouais, puis peut-être que cette fois-ci on aura droit justement au fameux niveau qui était scripté, mais en vrai peut-être. Ça m'étonnerait, parce que comme je disais, ça fait partie un peu du charme du truc. Après, par contre, on aura peut-être le droit à la version où on joue le jeune homme. D'accord. Comme j'expliquais, la version japonaise qui sera présente et pas la version occidentale. En fait, il faut savoir que justement au Japon, ils avaient eu 2 versions, donc une avec le vieux, une avec le jeune. Celle avec le vieux, c'était sur Xbox 360, donc la console occidentale, et celle avec le jeune était sur PS3. D'accord. Alors que nous, on a eu que le vieux du coup. On a eu que le vieux. Et là, du coup, tu penses qu'on aura droit aux 2 ou qu'ils en feront qu'une seule avec le jeune? Je pense qu'on aura le droit. Je pense qu'on aura le choix. Ou sinon qu'ils vont tout refaire. Soit t'incarnes le vieux, soit t'incarnes Connaissant le gaillard, je pense qu'il va, justement, pour ceux qui ont déjà joué à la version originale, ils vont vraiment changer des trucs, de sorte qu'on va quand même rester sur le cul. D'accord. C'est-à-dire, je pense qu'ils vont soit, certains personnages vont changer un petit peu, soit il va faire des trips un peu chelous à base de retour dans le temps. C'est un peu son dada. Ouais. C'est-à-dire vraiment les twists un petit peu, tu fais genre, quoi? Non, lui il était méchant depuis le début? Ouah! Et voilà. Ce genre de truc. C'est un homme à twist. C'est ça. Il est bien préparé. Et toi, Raph, tu connaissais un petit peu Nier ou pas du tout? Absolument pas. Du coup, j'ai cherché le nom et je suis tombé déjà ne serait-ce que sur les couvertures. Les couvertures de jeux me disent quelque chose, mais j'ai pas souvenir d'y avoir joué ou quoi que ce soit. Donc du coup, je découvre aussi. Comme je disais, à l'époque, il s'est très très mal vendu. On connaît beaucoup plus évidemment sa suite que le jeu original. Ouais. Mais oui, c'est-à-dire que moi, le premier, tout à l'heure, je me suis planté en disant Nier Automata. Et puis toi-même, d'ailleurs, tu t'es planté aussi à un moment donné. Oui, je me suis planté aussi. Assez rigolo. Mais pour le coup, en fait, le truc qui est intéressant, c'est comme je disais, moi, à l'époque, comme il était très peu connu et que j'y ai joué le premier jour de sa sortie, finalement, j'ai pas su à l'avance qu'elle allait avoir des twists, qu'elle allait avoir une seconde fin, qu'elle allait avoir 4 fins différentes. Du coup, j'y ai joué vraiment, vraiment comme je joue toujours. Et finalement, le truc, c'est que tout ça, toutes les révélations, tout le reste m'arrivait vraiment en pleine face, et c'est ça qui était génial. Donc une très belle expérience de jeu, quoi, en somme. Pour moi, ouais. Triste aussi, mais comme je disais, ne serait-ce que la bande son, elle vaut tout. Mais souvent les choses les plus tristes sont parfois aussi les plus belles, spécialement dans l'art. N'est-ce pas? Eh oui. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.